Je tiens à remercier Dr Amine Msedi de m'avoir associé à cet enseignement. Ça me fait plaisir de siéger parmi vous, les urologues. On va voir, après l'aperçu clinique, l'imagerie des lithiases urinaires. La pathologie lithiasique, c'est une pathologie qui est assez fréquente. Et le traitement, il peut aller de la surveillance jusqu'au traitement chirurgical. Donc, c'est pour cela que l'exploration de la lithiase urinaire, elle est très précieuse. Et ces indications thérapeutiques, ils dépendent de critères radiologiques. Donc, sur les examens de radiologie, on va préciser la topographie ou bien le T, la nature chimique du calcul, le N, et la mesure ou bien la taille du calcul et le M. Donc, on aura sur l'examen radiologique le TNM du calcul. Donc, ce n'est pas la classification tumorale, mais c'est le TNM, les caractéristiques de la lithiase urinaire. Les autres indications sont en relation avec les symptômes aussi et la fonction rénale. Donc, la question qui se pose toujours, c'est quel examen d'imagerie? Donc, l'imagerie, elle va permettre le diagnostic positif, elle va nous renseigner sur le retentissement du calcul sur l'appareil urinaire et sur le rein, elle va rechercher les complications de la lithiase, mais aussi elle peut nous aider dans certains cas dans le bilan étiologique, donc à la recherche d'une cause lithogène. Donc, quel examen d'imagerie? Le gold standard de l'exploration de la lithiase, c'est le scanner. C'est un scanner sans injection du produit de contraste, mais on va voir ultérieurement quand on va injecter du produit de contraste. Donc le scanner, il va permettre la détection et la caractérisation de la lithiase urinaire en précisant sa taille, sa densité, sa localisation. Ça permettra aussi un bilan préopératoire et après le traitement, le scanner peut aider dans le contrôle post-opératoire. La place de l'échographie et de l'arbre urinaire sans préparation, bien que ce sont des examens qui sont faciles à réaliser, mais ils sont surtout indiqués dans le cadre de la surveillance de la maladie lithiasique et aussi chez la femme enceinte et chez l'enfant, pour diminuer le risque d'irradiation. Donc, le souci, toujours, c'est l'irradiation. Donc, avec le scanner, l'irradiation, elle est beaucoup plus importante que pour l'arbre urinaire sans préparation, surtout que pour la lithiase rénale, c'est une pathologie qui est récurrente. Donc, on ne va pas se contenter de faire des scanners répétitifs pour le contrôle et la surveillance des lithiases. Donc, revenons au scanner. Et dans le cadre de la colique néphrétique, on va réaliser des scanners à basse dose, c'est-à-dire on va diminuer les masses pour diminuer les radiations. Donc actuellement, de plus en plus pour l'exploration de la lithiase, on fait des scanners sans injection à basse dose. Donc ce ne sont pas des scanners standards. Donc on va diminuer les masses. Donc généralement, on utilise des masses aux alentours de 100, mais on peut descendre jusqu'à 30, surtout lorsqu'il s'agit d'un sujet maigre. Et ces scanners à basse dose, leur sensibilité et leur spécificité, elle est proche de celle des scanners standards, mais avec un risque d'irradiation qui est beaucoup plus faible, comme vous le voyez. Pour le scanner à basse dose, l'irradiation elle est de l'ordre de 0,5 à 3,5 millisieverts, comme vous le voyez, alors que pour le scanner standard, elle est de l'ordre de 8 à 16 millisieverts. Donc vous voyez que le risque d'irradiation il est beaucoup plus faible avec le scanner à basse dose, avec une sensibilité et une spécificité qui est comparable. La limite de ces scanners à basse dose, ce sont les calculs de taille de l'ordre de 2 mm. Mais je pense que ce n'est pas une grande limite, puisque ces calculs de 2 mm, ils vont être expulsés spontanément, donc ils ne vont pas nécessiter un traitement, que ce soit médical ou bien chirurgical. Ce scanner à basse dose, il va permettre de montrer le signe direct de la colique néphrétique, qui est la lithiase, sous forme d'une image spontanément hyperdense. Donc, quand vous le voyez sur l'image, donc c'est une image spontanément hyperdense.
Il va permettre aussi de mesurer la taille et de dénombrer les calculs. Et une étape importante pour l'examen tomodensitométrique, c'est la mesure de densité. Donc, c'est une étape très importante qui va orienter l'attitude thérapeutique. Donc, pour la taille des calculs, on doit mesurer le grand axe du calcul au moins dans 2 plans orthogonaux. On va mesurer la taille du calcul, les 2 grands axes du calcul au moins dans 2 plans orthogonaux. Il faut savoir que pour les calculs de moins 5 mm, généralement, l'expulsion va être spontanée. Donc, l'intervention de l'urologue va se faire pour les calculs de plus de 10 mm. Donc, deuxième étape pour le scanner, il va permettre de nous renseigner sur la densité du calcul et on peut diviser la densité en 3 groupes. Les calculs dont la densité il est inférieure à 500 unités Hounsfield, ce sont les calculs d'acide urique qui sont sensibles au traitement médical, à l'alcalisation des urines. Le deuxième groupe, ce sont les calculs entre 500 et 1000 unités Hounsfield, ce sont les calculs de cystine et de struvite. Et pour les calculs d'oxalate de calcium mono et dihydraté, ils ont une densité qui est supérieure à 1000 unités Hounsfield. Le scanner aussi, il va localiser le calcul et il faut savoir que pour les calculs de moins de 5 mm siégeant au niveau des 2 tiers proximaux de l'urtère, ils ont une chance faible d'expulsion spontanée. Donc, généralement, les calculs de moins de 5 mm, ils ont une chance de s'expulser spontanément, mais lorsque ces calculs siègent au niveau des 2 tiers proximaux de l'urtère, l'expulsion, elle est difficile, spontanée, elle est difficile. 90% des calculs au niveau de la jonction urétéro-vésicale, ils vont avoir une expulsion spontanée, sauf pour les calculs de plus de 10 mm. Parfois, on a recours à un traitement chirurgical pour ces calculs. Le scanner, il peut aussi nous renseigner sur l'environnement périrénal, donc le retentissement du calcul sur le rein et l'environnement. Comme vous voyez là, il y a une infiltration de la graisse périrénale, c'est un signe indirect de la colique néphrétique. On voit aussi un épaississement de l'urtère pelvien tout autour d'un calcul. On peut voir aussi des épanchements périrénaux, comme dans ce cas-là, et là, un épanchement périrénal, c'est un signe indirect de la colique néphrétique, l'épaississement urétéral autour du calcul aussi, et aussi au niveau de la jonction urétéro-vésicale. En cas de doute diagnostique, le scanner sans injection ne suffit pas. Donc, dans ce cas, on doit injecter du produit de contraste. Donc, dans le cadre de la colique néphrétique, c'est généralement un scanner à basse dose sans injection du produit de contraste. Mais si on a un doute diagnostique sur un diagnostic différentiel, l'injection doit être systématique. Et dans ce cas-là, on va réaliser un neuroscanner. On va voir ultérieurement la technique. Donc, on va rechercher des foyers de néphrite ou bien une autre pathologie comme la sigmoïdite ou bien l'appendicite qui peuvent poser des diagnostics différentiels avec la colique néphrétique. Quelle est la place de l'échographie et de l'arbre urinaire sans préparation en contexte d'urgence en cas de colique néphrétique? Donc, il faut savoir que la sensibilité de l'arbre urinaire sans préparation, elle est de l'ordre de 60% dans la détection des calculs. Cette sensibilité, elle peut augmenter à 70% si on va interpréter l'AESP avec le scanner. Donc, vous voyez que la sensibilité de l'arbre urinaire sans préparation, quand même, elle n'est pas assez sensible pour la détection des calculs en contexte aigu. L'intérêt majeur de ce cliché d'arbre urinaire sans préparation reste
en pré-lithotricie et dans la surveillance des calculs radio-opaques, tout en sachant que 10% des calculs sont radiotransparents sur le cliché d'arbre urinaire sans préparation. Donc, pour la surveillance, on va voir ultérieurement quand on va indiquer la surveillance par le cliché d'arbre urinaire sans préparation. Donc, c'est essentiellement pour les calculs radio-opaques. Généralement, un calcul radio-transparent, on ne va pas indiquer pour sa surveillance un cliché d'arbre urinaire sans préparation. Donc, voici un cliché d'arbre urinaire sans préparation où on voit, donc là, on voit bien des calculs radio-opaque au niveau des deux reins. Je passe et on voit des calculs. Là, c'est un calcul corallifa qui épouse les cavités, la forme des cavités calicielles, et des calculs au niveau des urtères, c'est des calculs de stase sur un méga-urtère bilatéral. Sur l'AESP, lorsque on voit des calculs comme celui-ci, de contours spéculés, c'est en faveur d'un calcul d'oxalate de calcium dihydraté qui est facilement fragmenté. Donc, lorsque le calcul il est de contour irrégulier et de densité et d'opacité hétérogène, généralement, il est facilement fragmenté lors de la lithotricie extracorporelle. Là, c'est un aspect d'un calcul vitré à lisse. Donc, c'est en faveur d'un calcul de cystine qui est résistant au traitement par lithotricie. Pour l'échographie, c'est un examen qui peut être disponible et qui est répétitif, mais le risque, c'est que l'échographie, sa sensibilité, elle est de l'ordre de 40 à 45% dans la détection de calcul. Donc, généralement, dans le contexte d'urgence, on va rechercher les signes indirects plutôt que le signe direct qui est le calcul. Donc, généralement, les signes indirects, ils peuvent être absents. Donc, on peut trouver une échographie rénale normale dans le cadre de la colique néphrétique si l'examen il est réalisé précocement, avant 12 heures de l'évolution de la symptomatologie clinique, lorsque le calcul il est de siège urétéral. Et pour les petits calculs, donc généralement, l'échographie, elle est normale à la phase aiguë. Donc, une échographie normale n'élimine pas le diagnostic de la lithiase urinaire. Donc, pour cela, si on a une forte suspicion de lithiase urinaire, on doit passer au scanner à basse dose si l'échographie, elle est normale. Donc, l'échographie, dans le cadre de la colique néphrétique, on va voir une dilatation des cavités pyélocalicielles, comme vous le voyez ici. Donc, on a généralement, à l'état normal, les cavités pyélocalicielles ne sont plus visibles au niveau du sinus. Donc, en cas de syndrome obstructif, on aura une dilatation des cavités pyélocalicielles qui est plus évidente dans ce cas-là. C'est une importante dilatation des cavités pyélocalicielles. Et cette dilatation va s'arrêter au contact de l'obstacle ou du calcul. Donc, on voit là une dilatation urétérale, l'urtère qui est dilaté. À l'état normal, à l'échographie, l'urtère n'est pas visible, mais en cas de dilatation, on peut voir l'urtère à l'échographie, bien que la sensibilité pour la détection d'une dilatation urétérale, elle est assez faible pour l'échographie. L'échographie, elle peut nous montrer aussi un épanchement périrénal, qui est parmi les signes indirects du syndrome obstructif d'origine lithiasique. Là, on voit un calcul préméatique hyperéchogène avec un condambre postérieur. Donc, l'aspect typique à l'échographie du calcul, c'est un aspect qui est hyperéchogène avec un condambre postérieur. L'échographie, en s'aidant du Doppler, elle peut nous renseigner aussi sur la nature chimique du calcul. Donc, dans ce cas-là, vous voyez qu'il y a multiples images hyperéchogènes avec condambre postérieur en faveur de multiples calculs caliciels. Et avec le Doppler, en allumant le Doppler, on voit cet artefact de scintillement. Donc, c'est au niveau du condambre des calculs. Et cet aspect, il est caractéristique des calculs d'oxalate de calcium dihydraté. Donc, même avec l'écho, on peut prédire le type chimique du calcul.
L'échographie Doppler aussi, dans le syndrome obstructif, elle peut montrer une modification du jet urétéral qui est l'un des signes indirects du syndrome obstructif. Et on peut voir aussi, même avant la dilatation des cavités pélo-calicielles, une augmentation des résistances en intra-rénal. Donc, on peut avoir des index de résistance de l'ordre de 0,7, alors que l'index de résistance normale, il est compris entre 0,5 et 0,6 en intra-rénal. Donc, cette augmentation des résistances, elle est due à des modifications hémodynamiques au niveau du rein. Donc, ce sont tous des signes indirects du syndrome obstructif lors de la lithiase urinaire. Donc, si on résume, dans le cadre de la colique néphritique, l'imagerie va permettre de faire le diagnostic positif en montrant le calcul. Donc, on va aussi dénombrer les calculs, faire la dimension, la localisation et la densité. Elle va nous renseigner sur le retentissement du calcul sur l'appareil urinaire, donc à la recherche d'une dilatation, d'un épanchement périrénal, l'infiltration de la graisse périrénale et l'œdème urétéral, mais aussi elle va nous permettre d'éliminer les diagnostics différentiels. Donc, c'est la place de l'imagerie en contexte d'urgence en cas de colique néphrétique. Deuxième cas de figure, c'est le bilan pré-thérapeutique. Donc, ce n'est pas le contexte d'urgence. On a passé le contexte d'urgence, mais non, on va faire le bilan pré-thérapeutique. Donc, quelle technique et quels résultats? Donc, pour le scanner, dans le contexte pré-thérapeutique, ça sera un scanner avec injection du produit de contraste. Donc, c'est un neuroscanner avec ses 4 temps, le temps sans injection du produit de contraste, le temps cortico-médulaire, le temps précoce, le temps tubulo-néphrétique et essentiellement le temps tardif qui va nous permettre d'explorer les cavités excrétrices. Donc là, c'est le temps excrétoire. C'est l'équivalent des temps urographiques auparavant, donc puisque l'urographie intraveineuse actuellement, elle est remplacée par l'uroscanner. Et avec les reconstructions 3D et MIP, on peut avoir des clichés urographiques qui ont la même sensibilité que l'urographie intraveineuse. À part le scanner avec injection, il y a d'autres protocoles techniques pour la détection des calculs et la maladie lithiasique. Donc, il peut y avoir la technique avec distension, une compression mécanique. Donc, on va mettre le patient, au lieu de le mettre en décubitus dorsal, on va le mettre en décubitus ventral lorsqu'il y a une abondance des gaz digestifs pour les dégager et ça permettre d'augmenter la sensibilité pour la détection des calculs. Il y a une autre technique pharmacologique, c'est le scanner avec injection d'un diurétique de l'anse. Donc, on va injecter 20 cc de l'Azilix, 20 mg plutôt de l'Azilix. Après 1 minute, on va injecter 70 cc de produits de contraste iodé. Mais avant l'injection, on va réaliser l'acquisition sans injection. On va attendre 6 minutes et injecter encore 70 cc de produits de contraste et faire une seule acquisition à 90 secondes. Donc, on aura un temps mixte, un temps néphrologique et un temps excrétoire. Donc, ça va nous permettre à la fois, en une seule acquisition, d'étudier les cavités excrétrices au temps excrétoire et d'étudier le rein et l'environnement périrénal par une seule acquisition. Pourquoi on fait cette double injection ou bien pourquoi on utilise le diurétique? C'est d'une part pour diminuer l'irradiation, donc on va gagner au moins un temps, et aussi l'injection du Lazilix va entraîner une dilution des urines et par conséquent la dilution du produit de contraste iodé qui va augmenter la sensibilité pour la détection surtout des calculs qui ont une faible densité. Donc vous voyez là, c'est 2 exemples. Un scanner sans l'Azilix et un autre scanner avec l'Azilix. Donc vous voyez qu'on a une bonne exploration des cavités excrétrices. Aussi là, on a une bonne exploration de ces multiples calculs au niveau du groupe caliciel supérieur qui ont une densité qui est voisine que celle du produit de contraste iodé. Donc, pour ne pas noyer les calculs au niveau du produit de contraste
iodé. Un autre exemple, donc au niveau de la vessie, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de différence pour la densité du produit avant et après l'Azilix. Donc, c'est une méthode très intéressante pour l'exploration des calculs en diminuant bien sûr la dose d'irradiation. Le scanner, il va nous permettre aussi d'évaluer, comme j'ai déjà dit, la densité du calcul et d'orienter l'attitude thérapeutique. Donc, comme on a déjà vu, les différentes densités des calculs en fonction de la composition chimique. Et actuellement, on a tendance de réaliser des scanners en double énergie. Donc, on va faire des acquisitions centrées sur le calcul à basse et à haute énergie pour estimer la composition chimique du calcul. Donc, deux acquisitions, une acquisition à faible dose et une acquisition à dose standard. Et on va étudier l'atténuation de la densité du calcul entre les deux acquisitions. Et des travaux ont montré que avec cette méthode, 100% des calculs d'acide urique peuvent être distingués des autres calculs. Donc, on peut faire le diagnostic d'un calcul d'acide urique dans 100% des cas, alors qu'il y a des chevauchements pour les calculs d'oxalate de calcium et de bruchide. Donc, je pense que c'est intéressant pour le traitement de ces calculs si on peut prédire la composition chimique du calcul à partir du scanner. Donc, pourquoi cette étude de densité? C'est comme j'ai déjà dit que ça va orienter l'attitude thérapeutique, vu que les calculs d'acide urique vont bénéficier d'un traitement médical uniquement. Si on suspecte un calcul de struvite à partir de la densité, c'est des calculs aussi qui sont sensibles à la lithotritie, alors que si c'est un calcul d'oxalate de calcium d'oxalate à surface lisse supérieur à 1 cm, là, il est résistant au traitement par lithotritie. Donc, il vaut mieux aller traiter chirurgicalement qu'essayer de faire une lithotritie extra-corporelle. Aussi, les calculs de cystine, ils sont résistants au traitement par lithotritie. Donc, vous voyez la place du scanner, surtout pour l'orientation thérapeutique. Il y a d'autres paramètres à part la densité qui peuvent aussi nous orienter vers peut aider l'urologue dans le traitement des calculs. Lorsque le calcul a des contours irréguliers ou lorsque le calcul il est hétérogène, là, on peut estimer sa sensibilité et sa fragmentation facile lors de la lithotritie extracorporelle. Donc, ce sont des paramètres qui doivent être précisés sur le compte-rendu du scanner pour l'urologue. Le scanner aussi, ils peuvent nous renseigner sur les variantes anatomiques qui peuvent parfois être à l'origine de la résistance thérapeutique, comme dans ce cas-là, on voit une image d'addition des voies excrétrices. Donc, c'est un diverticule des voies excrétrices qui contient le calcul. Donc, je pense que c'est un calcul qui ne peut pas être expulsé spontanément. Donc, il faut intervenir là pour le traitement. Donc, dans le cas de la maladie de Cacciarici, là, normalement, il y a des calcifications au niveau des canalicule qui sont ectasiques. Mais le rôle de l'imagerie, c'est de montrer s'il y a une localisation des calculs, un passage des calculs au niveau des cavités excrétrices. On voit ici un syndrome de la jonction qui s'associe dans 12 à 22% des cas à des calculs de stase. Donc, c'est une pathologie généralement pédiatrique, mais ça favorise la formation de calculs de stase. Là, c'est un rein en fer à cheval et on voit multiples calculs au niveau les deux cavités rénales. Donc, le rôle de scanner, il est diagnostique, oui, mais ça peut nous renseigner sur l'environnement et sur les variantes anatomiques. Il peut aussi rechercher les complications liées au calcul, comme dans ce cas-là, on voit une pyélite secondaire à un calcul. Donc, on voit une dilatation des cavités pyélocalicielles avec une prise de contraste
au niveau des parois du pyélon et des cavités pyélocalicielles avec infiltration de la graisse adjacente. Là, c'est une échographie réalisée chez un sujet qui a une lithiase rénale dans un contexte fébrile et on aperçoit la présence d'un abcès rénal qui est confirmé au scanner. Donc, on voit cette collection hétérogène au niveau du rein. Et d'autres complications qu'on doit la rechercher et c'est une urgence thérapeutique, c'est le PNA emphysématose sur calcul, donc la présence d'air au niveau des cavités calicielles. Et là, le scanner, c'est une bonne indication pour la recherche de la PNA emphysémateuse. Aussi, les PNA xanthogranulomateuses, qui est infection chronique du rein liée à un portage chronique d'une lithiase urinaire. Et là aussi, pour les PNA xanthogranulomateuses, on peut avoir même des aspects pseudo-tumoraux et aussi c'est une urgence thérapeutique. Le scanner aussi, il peut guider un geste d'imagerie interventionnelle, comme dans le contexte de syndrome obstructif sur lithiase compliquée d'insuffisance rénale. Donc, le scanner va guider une néphrostomie percutanée. Il peut aussi guider la mise en place d'une sonde Gigi par voie percutanée et aussi faire le drainage d'un abcès compliquant une colique néphrétique. Arrivons maintenant au bilan post-thérapeutique. Donc, quelle imagerie pour le bilan post-thérapeutique? Donc, j'ai déjà dit que c'est essentiellement le couple échographie-AESP dans le bilan post-thérapeutique, mais parfois on a recours au scanner. Donc le scanner ou bien les techniques d'imagerie, ils vont confirmer la disparition du calcul après le traitement. Ils vont rechercher une cause si si on suspecte une obstruction, sténose de l'urtère ou bien des calculs résiduels. Il va aussi rechercher des complications, un hématome ou bien un urinome périrénal. Donc, pour les moyens d'imagerie, on va se référer au scanner initial. Si le calcul il est opaque à l'arbre urinaire sans préparation et au scout. Donc, avec une densité supérieure à 500 unités, la surveillance va se faire par AESP avec échographie. Si le calcul il est radiotransparent, donc il n'est pas visible sur le scout du scanner et sur l'arbre urinaire sans préparation avec une densité inférieure à 500, là, le contrôle et la surveillance vont se faire par l'échographie. Dans le cas d'un calcul soit radio-opaque ou bien radio-transparent, si on trouve une dilatation des cavités pyélocalicielles à l'échographie, on doit compléter par un scanner à faible dose et ceci pour rechercher un fragment résiduel. Donc, arbre urinaire sans préparation avec échographie si calcul radio-opaque, si hydronéphrose, on passe au scanner. La même chose pour les calculs radio-transparents. Si on trouve à l'échographie une dilatation, on doit réaliser un scanner à faible dose pour rechercher un calcul résiduel. Donc, en conclusion, donc la lithiase, c'est une pathologie qui est assez fréquente. Différents moyens d'imagerie sont disponibles, mais on doit bien indiquer l'examen radiologique. Est-ce que c'est un scanner ou bien c'est une échographie? Dans le contexte d'urgence, on va réaliser un scanner à basse dose et dans le cadre de la surveillance, en fonction du type du calcul, on va indiquer soit l'échographie ou bien l'arbre urinaire sans préparation. Merci. Merci pour cette présentation claire et exhaustive. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, merci. J'ai une question. Donc, c'est par exemple un patient déjà porteur d'une sonde Gigi et qui consulte aux urgences dans un tableau clinico-biologique de PNA sur Gigi. Donc, on réalise un scanner chez ce patient et on constate la présence de bulles d'air dans les cavités rénales. Y a-t-il des critères pour différencier si ces bulles d'air sont dues à une PNA emphysémateuse ou bien c'est tout simplement un statut post-opératoire de la sonde Gigi? Oui. C'est première chose, c'est le délai de la mise en place de la sonde Gigi. C'est un malade chez qui on a posé une sonde il y a 15 jours.
un malade qui a posé la sonde il y a 6 mois. Donc, généralement, après 6 mois, il y aura une disparition de l'air au niveau des cavités. Si c'est précoce, l'air, il peut être secondaire à la sonde Gigi, mais si c'est tardif, c'est probablement une PNA emphysématose, en plus du contexte clinique et du bilan biologique. Donc, il doit être tous interprétés ensemble. On ne va pas se contenter du scanner uniquement, il faut voir aussi le bilan biologique et l'examen clinique du patient. La clinique et la biologie, c'est extrêmement important dans ce contexte, parce qu'on a des patients avec, normalement les bulles d'air, ils partent entre 3, 4, 5, 6 mois. On a des malades qui gardent des bulles d'air pendant des années. Et là, on les suit, on trouve toujours les mêmes bulles d'air. Donc parfois, on n'arrive pas à se décider est-ce que c'est une pyélonéphrite ou des bulles d'air qui restent. Donc c'est important. La pyélonéphrite emphysémateuse, c'est un tableau très bruyant, qui donne beaucoup de fièvre, qui donne un sepsis, qui donne une altération de l'état général. Donc l'idée, c'est de ne pas toujours traiter des images radiologiques. Donc, parfois, on a des collections, parfois, on a quelques images qui ne cadrent pas avec un contexte clinique et biologique qui est extrêmement rassurant. Donc il faut voir vraiment le contexte. Là, je veux juste revenir sur une remarque, sur une chose que vous avez dit qui est extrêmement importante. C'est l'infiltration de la graisse périrénale. Vous avez dit que c'est un signe indirect de colique néphrétique. Malheureusement, le quotidien, tous les jours, on reçoit des scanners qui sont faits dans les hôpitaux ou ailleurs, où on parle de cette infiltration de la graisse et malheureusement, en conclusion, on parle que, voilà, évocateur, c'est un signe qui évoque une pyélonéphrite aiguë. Et là, on est souvent dans les difficultés pour décider devant un malade, parfois dans des tableaux qui sont un peu bâtards, ils ne sont pas vraiment infectés. Mais on trouve cette description avec la conclusion du radiologue qui dit que c'est une pyélonéphrite aiguë, donc aspect radiologique de pyélonéphrite aiguë. Donc là, c'est important de revenir toujours à la même remarque, c'est-à-dire que c'est la clinique et la biologie. Mais ce n'est pas uniquement l'infiltration, c'est parmi les signes indirects. Mais avec une infiltration, je conclus à une PNA. On dit un contexte clinique, enfin d'autres signes. Voilà. Au scanner, la détection du calcul, la sensibilité elle est très élevée, mais il y a les autres signes du syndrome obstructif, pas que l'infiltration. Une infiltration isolée, ce n'est pas gênant. On peut la trouver chez toute la population presque. Voilà. Mais dans un contexte clinique assez particulier, évocateur d'une PNA, l'infiltration de la graisse a une grande importance parmi les signes indirects du syndrome obstructif. Donc ma question, ça concerne l'apport de l'imagerie du scanner en coupe fine. Est-ce que vous le faites systématiquement pour les cartographies lithiasiques et est-ce qu'il y a une valeur surajoutée pour l'estimation de la densité exacte? Ma deuxième question, elle concerne la place de l'IRM en termes de lithiase, s'il y a un apport, et si oui, est-ce qu'il y a un équivalent de densité, pour la densité, est-ce qu'il y a un équivalent d'unité Hounsfield comme pour le scanner? Merci. Merci. Donc, pour les scanners en coupe fine, actuellement, avec les scanners multibarrettes, c'est systématique de faire des coupes fines. Donc, on fait une acquisition de coupe épaisse et en reconstruction, pour le post-traitement, ça sera des coupes fines. Et c'est pour cela qu'on puisse mesurer la densité avec une grande sensibilité. Donc, si ce n'était pas les coupes fines, surtout pour les calculs de petite taille, la mesure de densité sera difficile. Donc, actuellement, avec les scanners multibarrettes, généralement et systématiquement, les scanners sont reconstruits en coupe fine. Pour l'IRM, elle n'a pas beaucoup de place dans l'exploration du calcul. Pourquoi? Parce que généralement, pour les coupes d'IRM, d'une part, ce sont des coupes épaisses. On ne peut pas faire un grand volume comme le scanner. Donc, c'est un volume qui est limité. Donc, pour cela, les coupes, ils sont assez épaisses. Elles ne sont pas assez fines. Donc, pour la mesure de densité, on n'a pas d'équivalent à l'IRM. Et pour les indications de l'IRM, ça reste dans le contexte d'urgence, surtout lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte. Donc, dont le diagnostic, il est difficile, d'autant plus qu'il y a la dilatation physiologique du rein chez la femme enceinte. Donc, c'est la seule indication, je pense, qui est limitée, c'est la femme enceinte dans un contexte d'urgence devant une colique néphrétique aiguë.